Bien, bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Donc, comme promis dans la vidéo 55 sur la pédophilie et la culture du viol, je vous fais la lecture simplement d'un article d'une féministe, Francine Sporenda, qui a très bien analysé en fait ce qui se produit avec toutes ces lois en fait sur le viol, mais son analyse peut tout à fait être reprise pour d'autres cadres législatifs. Ça permet de mettre en lumière en fait un fonctionnement général sur ce qui se passe quand on reste euh, simplement à un niveau législatif de la compréhension de la scène planétaire. Allez, c'est parti. Cet article a été rédigé le 25 décembre 2016 et mis en ligne sur le site donc de cette femme. Et elle a intitulé son article Loi sur le viol, les cadeaux empoisonnés du patriarcat. En France, comme dans la plupart des pays occidentaux, et suite aux actions menées par les féministes de la deuxième vague, plusieurs lois de protection des femmes contre les violences sexuelles ont été intégrées au code pénal par étapes successives. 1980, le viol est reconnu comme un crime. 1992, les lois sur le viol conjugal et sur le harcèlement sexuel sont adoptées. L'idée communément admise chez les féministes est que ces législations représentent des avancées importantes dans la lutte contre les violences et que la loi ayant ainsi posé clairement l'interdit et rendu inacceptable ce qui était autrefois accepté, un boulevard est ouvert au changement des mentalités, celui-ci devant immanquablement suivre comme il a suivi pour la loi Badinter, abrogeant la peine de mort. Il ne resterait plus alors aux féministes qu'à s'engager sur ce boulevard et à s'employer à faire advenir ce changement par un travail de conscientisation et de pédagogie. Cette évolution des mentalités est vue comme longue et difficile, mais inévitable. Il faut juste être patiente. Les choses vont dans la bonne direction. Les droits des femmes vont dans le sens de l'histoire. Pourtant, 30 ans après, ces lois ne semblent pas avoir entraîné l'évolution des mentalités attendues. Le viol est toujours un crime de masse. Le nombre d'affaires de viol sanctionnées par la justice reste désespérément bas. Seul un viol sur 10 ferait l'objet d'une plainte. Sur ces 10%, environ 2 à 3% des plaintes aboutiraient à un jugement et seulement 1% à une condamnation. Autant dire que le viol reste un crime impuni, un violeur ayant à peu près autant de chances d'être condamné à la prison ferme que de gagner au loto. Bien plus, on note que les peines prononcées récemment par les tribunaux sont de plus en plus légères. Moins de prison ferme, davantage de sursis, y compris pour des affaires de pédophilie et d'inceste, des dommages et intérêts comparativement bas. Un exemple récent, les 40 000 € de dommages-intérêts alloués dans le cas d'un enfant victime d'abus sexuels pendant des années, à mettre en parallèle avec les 50 000 € obtenus par un avocat célèbre qui s'était cassé la clavicule en glissant dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel. Le constat est inévitable, l'effet d'entraînement des lois n'a pas eu lieu, les mentalités n'ont pas significativement évolué, la culture du viol est toujours en place, en fait plus virulente que jamais à cause du porno, et l'immense majorité des hommes coupables de viol n'auront jamais de compte à rendre à la justice. Les raisons de cet échec sont nombreuses. Il y a d'abord la question des moyens matériels. Le nombre total de viols annuels étant estimé, estimation très difficile à effectuer, dans une fourchette de 75 000 à 120 000, il est clair que les tribunaux habilités à juger ces crimes, les cours d'assises, sont incapables de traiter ne serait-ce que le quart de l'estimation basse de ce nombre annuel de viols. Ces tribunaux ne peuvent juger au maximum que 2200 affaires par an, et ils sont déjà complètement saturés. Pour les désengorger, beaucoup d'avocats proposent systématiquement à leurs clientes victimes de viol une pratique devenue courante qu'on appelle la correctionnalisation. Le viol, que le code pénal définit comme un crime, est déqualifié en simple agression sexuelle, ce qui fait disparaître l'atteinte même qui constitue sa définition, c'est-à-dire la pénétration. Une agression sexuelle n'est qu'un délit, et comme tel, justifiable du tribunal correctionnel. Les avocats justifient le recours à la déqualification par différents arguments, que le traitement de l'affaire sera plus rapide, que le processus serait moins traumatisant pour les victimes, que les juges professionnels des TCI seraient plus sévères que les jurys d'assises. D'abord, ces arguments sont spécieux. Si effectivement le traitement des affaires de viol est plus rapide en correctionnel, il n'est pas sûr que les juges des TCI, blasés par un défilé de faits divers triviaux, au niveau duquel le viol se trouve réduit par la correctionnalisation, fassent en effet preuve de plus de sévérité. Et qu'est-ce qui est plus traumatisant pour une victime de viol? Un procès aux assises,
où l'atteinte subie est reconnue comme un crime et la gravité du trauma ainsi causé sanctionnée par des dommages et intérêts substantiels, ou un procès au correctionnel où le violeur est jugé en 2 heures entre un voleur de portable et un dealer de cannabis. Mais surtout, la correctionnalisation constitue en fait une violation légalisée de la loi. Le viol est un crime et le réduire à un simple délit est une violation des droits de la victime, à qui le code pénal garantit un procès aux assises. C'est aussi une négation du principe d'égalité des citoyens devant la justice. Plus de 50% des viols sont ainsi correctionnalisés, alors que la correctionnalisation est rare pour les autres crimes. Et surtout, comme l'immense majorité des victimes sont de sexe féminin, le recours systématique à la correctionnalisation pour les affaires de viol constitue en soi une discrimination genrée. Les femmes violées sont traitées en sous-citoyennes qui n'ont droit qu'à une justice au rabais. Discriminatoire, la correctionnalisation l'est aussi parce qu'en minimisant les violences infligées, elle favorise automatiquement les accusés, qui sont à 98% des hommes. D'ailleurs, les avocats de la défense, qui ont le droit de refuser la correctionnalisation, ne la refusent jamais, tant il est clair qu'en réduisant la gravité des faits qui sont reprochés à leurs clients, elle réduit aussi celle de la condamnation qu'il peut encourir. Pire encore, si le violeur condamné une première fois pour simple agression sexuelle commet un nouveau viol, il ne sera pas considéré par la justice comme un violeur récidiviste. Par contre, la minimisation des atteintes subies par la victime entraînera nécessairement la non-reconnaissance des conséquences négatives sur sa santé physique et mentale, sur son travail, etc. et une réduction des compensations financières qu'elle peut obtenir. La correctionnalisation est donc bien une solution avantageuse, mais pour le système judiciaire et les accusés, pas pour les victimes. Mais la correctionnalisation n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un problème plus fondamental, le fait que les personnels judiciaires et policiers chargés d'appliquer ces lois baignent dans la culture du viol, qu'ils adhèrent aux mythes qu'elles véhiculent, et que ces mythes ont essentiellement pour fonction d'occulter ces crimes ou de déresponsabiliser les agresseurs en culpabilisant la victime. Exemple, les vrais viols sont commis seulement par des inconnus la nuit dans des parkings, quelque chose dans le comportement de la victime a déclenché l'agression, etc., etc. Le comportement de ces personnels dans les affaires de viol en est nécessairement affecté et leur adhésion à ces mythes se traduit par des attitudes de blocage, de déni, voire d'hostilité vis-à-vis des victimes tout au long de la procédure, refus d'enregistrer les plaintes, d'effectuer les investigations nécessaires pour rassembler les éléments pouvant étayer l'accusation, d'où classement sans suite, mise en doute de leurs paroles, multiplication des expertises, etc. Confier l'application des lois censées protéger les femmes contre les violences sexuelles à des individus qui adhèrent aux mythes qui les justifient, voire qui s'en sont eux-mêmes rendus coupables, revient à organiser leur sabotage. Cette culture du viol n'impacte pas seulement le modus operandi des individus chargés d'appliquer les lois, elle inspire les principes mêmes de l'enquête et de l'instruction. Ceux qui les ont conçus ont été guidés par différentes considérations, parmi lesquelles l'impératif de protéger les victimes et de leur rendre justice a été secondaire par rapport à celui de protéger les hommes contre les fausses accusations. Contre ces fausses accusations, de multiples garde-fous ont été mis en place. En particulier, les différentes expertises, enquêtes de personnalité, expertise médicale, expertise psychiatrique auxquelles la victime de viol est soumise pour évaluer la crédibilité des accusations qu'elle porte. Ces enquêtes et expertises entraînent des intrusions indiscrètes et humiliantes dans sa vie privée, suivies du déballage voyeuriste de celle-ci en audience dans un contexte de mise en doute systématique de sa parole lors de l'enquête policière et de l'instruction. Le violeur, lui, n'est soumis à aucune de ces épreuves, sa fiabilité n'est pas testée et la connaissance de sa vie passée, sauf condamnation, n'est pas censée être pertinente pour informer la décision des jurys d'assises. Il y a là un double standard manifeste. Dans un procès d'assises, ce n'est pas lui qui est l'accusé, c'est la victime. Ces investigations multiples ciblant la victime procèdent du postulat qui fonde la démarche des enquêteurs et des juges d'instruction dans les affaires de viol, le fait que sa version est a priori suspecte. Bien que les fausses accusations soient très rares, seulement 2 à 3% des affaires de viol faisant l'objet d'une plainte, la même proportion que pour d'autres types de crimes. Cette suspicion systématique procède en droite ligne de l'antique préjugé misogyne, selon lequel, les femmes étant perfides et menteuses de nature, leur témoignage en justice est sans valeur, à moins qu'il ne soit validé par un homme. On a ainsi choisi d'axer le traitement des affaires de viol sur la prévention d'un risque rarissime, les fausses allégations, et d'ignorer le problème qui est la norme, la non-judiciarisation de la quasi-totalité des viols. Ce schéma où la version de la victime est a priori mise en doute n'existe d'ailleurs pour aucun autre type de crime.
De même, son consentement aux relations sexuelles est toujours postulé, c'est l'hypothèse par défaut posée au départ de l'enquête, et c'est à la victime et à ses avocats de prouver l'absence de consentement, alors que dans la législation canadienne, par exemple, c'est à l'agresseur d'apporter la preuve du consentement de la victime. Charge inversée. Pire encore, bien que le consentement d'une mineure soit légalement non valide, il arrive que ce consentement soit néanmoins affirmé dans des affaires de viol, autre violation de la loi par ceux qui sont chargés de l'appliquer. Discrimination, toujours le fait qu'environ 80% des plaintes pour viol sont écartées comme sans suite lors de l'enquête de police, la justification de ces abandons nombreux étant le manque d'éléments pour étayer la plainte. Comment se fait-il qu'il soit impossible de trouver des preuves suffisantes pour 8 viols sur 10 ? Cette proportion de plaintes classées sans suite étant aussi très supérieure au pourcentage de classement sans suite pour les autres types de crimes, on peut supposer que les policiers ne font pas d'excès de zèle pour ce qui est de rassembler ces éléments et ou que les exigences en matière de preuves pour ce crime particulier sont excessivement élevées. Le résultat de cette approche axée sur la protection des accusés masculins et la suspicion systématique à l'égard de leurs victimes a été de faire du dépôt de plainte pour viol un véritable parcours du combattant pour celle-ci. Les étapes de ce parcours vont des récits de son viol qu'on lui demande de répéter X fois, en passant par les expertises médicales, gynécologiques, pénétratives et humiliantes, les enquêtes de personnalité faites par les policiers auprès des connaissances de la victime à son insu, les expertises psychiatriques souvent biaisées ou fantaisistes, les confrontations traumatisantes avec l'agresseur durant l'enquête et durant le procès, les intimidations et les maltraitances institutionnelles diverses, pour culminer par la destruction méticuleuse de son témoignage et de sa réputation par l'avocat de la défense lors des audiences. Une victime de viol passée par les assises m'a dit qu'elle s'était sentie comme un taureau lardé de banderilles et finalement estoquée en public lors du procès. Et le harcèlement continue en aval, menaces de la part de l'agresseur et de sa famille, que les victimes continuent souvent à côtoyer, crainte de sa vengeance une fois sortie de prison. L'expression revictimisation, couramment utilisée par les féministes pour décrire ce processus, ne rend compte qu'imparfaitement de son caractère traumatisant. Non seulement les interrogatoires répétés et harcelants réexposent la victime à des comportements masculins agressifs, infériorisants et déshumanisants, car ce sont majoritairement des hommes qui la grillent, mais plusieurs de ces étapes constituent un véritable redoublement du viol. La non prise en compte de sa parole par la justice redouble le fait que le violeur ne l'a pas entendu. Les examens médico-vaginaux, prescrits parfois hors de toute nécessité, sont la répétition physique du viol lui-même. Les confrontations avec l'agresseur réactivent la terreur intense ressentie durant l'agression. L'inquisition des psychiatres cherchant à pénétrer ses structures psychiques est ressentie comme invasive. Et le balayage de sa vie privée par l'avocat de la défense est une mise à nu symbolique fortement teintée de voyeurisme. Cerise sur le gâteau, certaines législations dans des États américains prévoient même que le rape kit, le kit du viol, utilisé pour collecter des indices matériels du viol, soit payé par la victime et il coûte plusieurs milliers de dollars. Comment expliquer que des lois censées être pro-femmes soient à ce point discriminatoires et misogynes ? Pour répondre à cette interrogation, les féministes matérialistes font appel au concept marxiste opposant droit réel et droit formel. Les lois étant, dans cette approche, les instruments du pouvoir des classes dominantes, elles n'accordent certains droits à des catégories discriminées qu'en leur refusant l'accès aux moyens qui y en conditionnent l'exercice, ce manque de moyens garantissant que ces droits resteront purement symboliques. C'est le cas des lois sur le viol. Crime trop fréquent pour que les moyens limités de la justice puissent le traiter comme tel. Mais le manque de moyens n'est qu'une explication superficielle. Même lorsque les plaintes donnent lieu à un procès, des exemples récents mettent en évidence que si le code pénal définit le viol comme un crime, il continue à être perçu et jugé comme un délit. Dans l'analyse matérialiste, les droits formels servent essentiellement à la création d'une illusion démocratique. Ils sont mis en vitrine pour convaincre les classes dominées qu'elles ont obtenu l'égalité et que leur combat n'a plus de raison d'être. Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ? Le discours dominant dit que le féminisme, avec le vote de ces lois pro-femmes, aurait atteint ses objectifs. Les féministes matérialistes prétendent au contraire que ces lois ne seraient que des leurres, des trompe-l'œil, destinés à occulter le caractère fondamentalement inégalitaire du système et la permanence de l'oppression patriarcale. Les féministes mainstream, elles,
tirent des observations de ce fonctionnement judiciaire discriminatoire des conclusions différentes. Les lois sur le viol sont encore sexistes, mais le mouvement féministe, en faisant pression sur le système, peut obtenir que les droits formels deviennent peu à peu des droits réels. Il faut faire confiance au processus démocratique. Ces défauts ne sont pas rédhibitoires, le système n'est pas bloqué, il peut évoluer, et, comme la main invisible du marché, il peut se polisser et se corriger tout seul. Elles reconnaissent que la victime de viol est revictimisée par la justice, mais elles considèrent que cette revictimisation n'est pas vraiment systémique. Il ne s'agirait que de dysfonctionnements et de biais sexistes inconscients. Il suffirait alors de mettre en lumière l'existence de ces biais pour que, ayant ainsi réalisé comment ils font obstacle à une justice vraiment équitable, les législateurs se repentent et amendent les lois sur le viol, de façon à ce qu'elles ne protègent plus les violeurs. Ces analyses positivantes et inclusives, style Emma Watson, postulent que ceux qui sont à l'origine du problème peuvent contribuer à sa solution. Malheureusement, elles reposent sur une incompréhension fondamentale de la réalité du patriarcat. Les multiples obstacles et épreuves imposés à la victime ne sont pas des erreurs regrettables, ce sont les éléments d'un projet cohérent, visant des objectifs précis. Le filtrage, opéré lors de l'enquête et de l'instruction, a pour but l'élimination d'un maximum de plaintes. Ne sont ainsi retenus qu'un nombre minime de viols, qui seuls seront considérés comme de vrais viols, à l'exclusion de tous les autres. Pour qu'un viol soit reconnu comme tel, il devra satisfaire de multiples critères, que la victime ne connaisse pas l'agresseur, qu'elle ne l'ait pas reçu chez elle, ou soit allée chez lui, qu'il y ait eu violence et qu'elle ait résisté, qu'elle n'ait pas été en mini-jupe, prostituée ou sexuellement active, non monogame, pour écarter le présupposé du consentement. Qu'elle n'ait pas d'antécédents de troubles mentaux, de toxicomanie, d'alcoolisme ou de passé délictueux pour écarter le présupposé du mensonge, etc. En fait, le vrai viol doit coïncider aussi exactement que possible avec les stéréotypes du mythe sur le viol. Et comme il est le seul type de viol reconnu par la justice, il sert en retour à les conforter. À cette liste standard peuvent venir s'ajouter les critères des psychiatres, parfois dérivés de théories de référence contestables, voire de préjugés personnels. Ainsi, dans une affaire récente, un expert avait affirmé qu'il ne pouvait y avoir eu viol parce que la victime était revenue sur les lieux, ce qui, selon lui, était psychologiquement impossible. Les rares viols passant le test ont ainsi valeur de token rape, de même que les rares femmes admises dans les groupes où les hommes dominent de façon écrasante jouent le rôle de token woman. La fonction du tokenisme est de créer l'illusion que les droits formels peuvent devenir des droits réels. La condamnation d'un petit nombre de violeurs fait passer le message que, même si c'est encore de façon insuffisante, le viol est puni, et que ces trop rares condamnations vont conduire à d'autres, qu'elles sont la preuve que le système peut être amélioré petit à petit sans être radicalement changé. Ce qui amène les femmes à croire à la capacité et surtout à la volonté du patriarcat de se réformer, les dissuade de chercher à s'en libérer par d'autres moyens et aboutit à les consolider. Mais la visée principale du traitement institutionnel du viol est plus perverse. Il s'agit au final de faire d'un procès pour viol une série d'épreuves que la victime doit surmonter pour obtenir justice. Un procès pour viol se gagne au finish. C'est une épreuve d'endurance et un processus d'élimination. Au terme d'une sélection sévère, seuls 1% des victimes franchiront tous les obstacles et atteindront la ligne d'arrivée. Et les téméraires qui auraient l'audace d'aller jusqu'au bout du processus ont de fortes chances de voir leurs efforts et leurs souffrances déboucher sur un non-lieu, ou au mieux sur du sursis. Une fois le verdict rendu, le déséquilibre flagrant entre l'énormité de l'énergie dépensée dans ce parcours d'obstacles et la modicité de la sanction infligée doit amener la victime à conclure qu'elle a eu tort de faire appel à la justice et à regretter de l'avoir fait. C'est la leçon que tirent beaucoup de victimes de viol qui sont allées jusqu'au procès. Si elles avaient su dans quoi elles s'engageaient, elles auraient gardé le silence. C'est ce qu'a déclaré la jeune fille violée par Roman Polanski quand elle avait 13 ans. Selon elle, le procès a été pire que le viol, et si elle avait à choisir, elle préférerait revivre le viol plutôt que le procès. Du vécu des victimes, il est clair que le processus a été conçu de façon à faire d'un procès une véritable ordalie, un processus si traumatisant qu'il dissuaderait les victimes de viol d'aller en justice et serait une menace et un avertissement pour les autres, punirait par un harcèlement judiciaire prolongé et multiforme celles qui oseraient néanmoins s'y risquer. C'est à dessein que j'emploie le mot ordalie. La façon dont la justice actuelle traite les victimes de viol fait penser à la façon
dont l'Inquisition traitait les femmes accusées de sorcellerie lors du génocide historique de la chasse aux sorcières. Les analogies sont frappantes. Des femmes a priori considérées comme coupables, car ne se conformant pas aux normes patriarcales, soumises par des hommes à une multitude d'épreuves, à fort contenu érotico-sadique, pour prouver leur innocence. Suspectées de crimes imaginaires n'existant que dans les fantasmes masculins, et le traitement qui leur était infligé visait à, selon un inquisiteur nommé Baudin, à frapper d'effroi certaines par la punition des autres, pour préserver certaines d'être infectées par d'autres, et pour réduire leur nombre, le nombre des insoumises. Qu'un procès pour viol soit un parcours d'obstacles est voulu pour que ce crime ne soit puni qu'exceptionnellement. La protection accordée aux femmes par la loi est ainsi illusoire. Mais en plus, le fait que seuls les viols exceptionnels soient punis invisibilise les viols ordinaires, quotidiens, ceux qui se comptent par dizaines de milliers, ceux qui sont commis par personne de connaissance. L'alignement des critères judiciaires définissant le viol sur les mythes du viol fait que l'immensité de ceux-ci passe sous le radar. Cette impunité de l'immense majorité des viols par personne de connaissance donne de facto aux amis, amants, compagnons et maris un permis de violer impunément leurs compagnes. Elle leur confère un droit d'accès sexuel inconditionnel et permanent aux femmes qui leur sont proches et refuse à celles-ci le droit de leur refuser ou de leur reprendre cet accès. Contrainte sexuelle qui était autrefois explicite dans les termes mêmes du contrat de mariage, une épouse ne pouvait se refuser à son mari, et le viol entre mari et femme et concubin n'existait pas. La loi protège ainsi le droit des hommes à violer leur femme, leur entre guillemets. Ce qui est un héritage direct de la définition archaïque du viol. Dans les sociétés traditionnelles, celui-ci ne pouvait consister qu'à s'approprier sexuellement la femme ou la fille d'un autre homme, pas la ou les siennes. Telles qu'elles sont appliquées, les lois punifiant le viol sont objectivement des instruments du pouvoir patriarcal visant à réprimer et à contrôler celles qu'elles sont censées protéger. Touche finale de ce détournement pervers, les victimes sont incitées à porter plainte pour démontrer l'utilité de la loi, pour encourager d'autres victimes à le faire, pour faire avancer les droits des femmes, et sont matraquées par l'institution judiciaire si elles le font. Double injonction contradictoire. D'ailleurs, cet effet boomerang est caractéristique des lois censées protéger les femmes et les enfants. La loi sur le harcèlement sexuel, avec la disposition qui permet à l'accusé de se retourner contre son accusatrice et de l'attaquer en justice pour diffamation, a été conçue exactement sur le même schéma dissuasif. Les lois de protection des fœtus ne visent qu'à resserrer le contrôle masculin sur les femmes, et la loi récente sur la garde alternée, sous prétexte de répartir plus équitablement les responsabilités parentales entre le père et la mère en cas de divorce, replace les enfants et la mère sous l'emprise et l'autorité du père et les expose encore plus aux violences masculines. De même que la libération sexuelle a eu surtout pour conséquence de maximiser la disponibilité féminine au droit au coït masculin, tout en diversifiant à l'infini les pratiques sexuelles actant ce droit. De même que la libéralisation du divorce a permis aux hommes de transférer presque totalement aux femmes la charge des enfants après une séparation et en particulier de se délester sur elles des responsabilités financières qu'ils assumaient autrefois. Au XIXe et même au XXe siècle, des maris faisaient soigner et enfermer leurs femmes hystériques dans des asiles psychiatriques. Des pères faisaient exciser leur fille par des médecins pour la guérir de sa nymphomanie ou de ses pratiques masturbatoires. Dans les sociétés patriarcales, tout, même ce qui est présenté comme bénéficiant aux femmes, peut être retourné contre elles. Les lois dites protectrices finissent en instruments de répression destinés à les punir, celles qui contesteraient la domination masculine et les droits qu'elle confère, en particulier l'accès aux orifices sexuels des femmes et la propriété de leur utérus. Tout ce qui vise apparemment à punir les violences envers les femmes constitue en fait une violence supplémentaire envers elles. La soi-disant protection patriarcale des femmes par les hommes n'est qu'une démarche visant à les asservir et à les contrôler plus complètement en prétendant que c'est pour leur bien. Comme dans le truc policier de l'interrogatoire par le good cop et le bad cop, l'agresseur et le protecteur ont partie liée. Ils sont les deux faces du même système. En fait, ils sont une seule et même personne. Il n'y a donc pas lieu pour les féministes de se réjouir automatiquement d'une nouvelle avancée des droits quand de telles lois sont votées. Il ne faut pas y voir nécessairement un recul patriarcal, mais au contraire un redéploiement stratégique, une mutation par lesquelles des moyens d'asservissement obsolètes sont abandonnés et remplacés par d'autres plus adaptés au contexte moderne. Cette remarquable adaptativité du patriarcat et sa facilité à muter est ce qui lui permet, comme le capitalisme, de survivre à tout, et en particulier au féminisme, car non seulement celui-ci ne lui a pas porté de coup décisif, mais la nouvelle victoire du patriarcat est, comme on le voit par le vote de ces lois entre guillemets féministes, d'avoir réussi à recruter le féminisme dans sa guerre contre les femmes.
À l'époque deuxième vague, le féminisme c'était relativement simple. Celles et ceux qui défendaient les droits des femmes étaient à l'intérieur du mouvement, ceux qui étaient contre étaient à l'extérieur. C'est maintenant beaucoup plus confus. Le patriarcat néolibéral ne vise plus simplement à coloniser les corps et les cerveaux féminins. Son nouvel objectif est de coloniser le féminisme lui-même. Il ne s'agit plus de s'attaquer au mouvement féministe et à ses idées, mais au contraire de lui apporter une adhésion de façade dans le but de l'infiltrer. C'est le féminisme néolibéral mainstream qui est le vecteur de cette infiltration lorsqu'il reprend des thèses masculinistes soutenues au nom de l'égalité des droits, droit des pères, garde alternée ou des concepts fondamentaux du féminisme en détournant leur sens. Mon corps est à moi, égal, j'ai le droit de le vendre. Les logiciels féministes fondamentaux sont ainsi infectés par des virus virilistes non reconnus comme spyware. Ils peuvent ensuite contaminer le reste du mouvement. C'est ainsi que des concepts comme le travail du sexe, qui auraient été inacceptables pour les féministes des années 70, ont pu s'y propager peu à peu, et que des mouvements dont l'objectif était de s'en libérer se retrouvent replacés sous l'emprise idéologique patriarcale. Concrètement, cette reconquête patriarcale s'effectue par, premièrement, des groupes soi-disant féministes qui en fait alignés sur des positions patriarcales. Associations d'aide aux victimes d'inceste ou de pédophilie qui en réalité les mettent en contact avec des agresseurs pour les livrer à de nouvelles agressions. Des associations défendant les droits des mères mais entretenant des contacts avec des groupes masculinistes du type SOS Papa. Des syndicats de travailleuses du sexe noyautés par des proxénètes et même, concept hallucinant, des mouvements féministes dirigés par des hommes. Deuxièmement, une certaine approche de l'intersectionnalité. Il s'agit d'associer au mouvement féministe des mouvements androcentrés, destinés d'une part à en reprendre le contrôle, tout mouvement politique où figurent les hommes finit toujours par s'aligner sur leurs objectifs, et d'autre part, comme le nom l'indique, à diviser l'oppression subie par les femmes en une série de sections, qui permettent de dresser les féministes racisées contre les féministes blanches, les féministes des classes populaires contre les féministes bourgeoises, etc. Ceci en occultant que ce sont toujours et uniquement des hommes qui sont à l'origine de ces différentes formes d'oppression. Troisièmement, certains transactivistes, male to F, c'est-à-dire des hommes transformés en femmes, tels des special operations du patriarcat envoyés en mission derrière les lignes féminines, chargés de pénétrer dans les derniers espaces female only, réservés aux femmes, interdits aux hommes, des toilettes au festival lesbien, histoire de ne tolérer aucun espace où les femmes puissent être entre elles, sans mal et à l'abri de leurs agressions. C'est clairement le schéma à l'œuvre derrière toutes ces stratégies de reprise en main. Ne jamais tolérer que des femmes soient seules entre elles. Ne jamais les laisser se réunir et s'organiser hors de tout contrôle masculin. Ne jamais permettre que leur énergie soit dirigée vers elles-mêmes. Toujours les rediriger vers les hommes. Le parasite craint par-dessus tout que son hôte lui échappe, car c'est une sentence de mort pour lui. L'accès masculin aux ressources féminines ne doit jamais être menacé. C'est l'impératif patriarcal par excellence. Ces législations pro-femmes peuvent avoir quelques retombées positives pour celles à qui elles sont destinées. Le patriarcat redonne à ses esclaves pour qu'elles se tiennent tranquilles des miettes de ce qu'il leur a pris. Néanmoins, dans un contexte resté profondément patriarcal, et a fortiori quand rien n'est fait pour que les mentalités évoluent, les lois de protection des femmes doivent a priori susciter la méfiance. Dans des sociétés qui reposent sur l'inégalité des sexes et l'appropriation masculine du travail, des services et des énergies des femmes, et qui s'effondreraient sans les énormes contributions non rétribuées de celles-ci, il est peu probable que les bénéficiaires de cette appropriation cherchent sérieusement à y mettre fin. Et les lois étant essentiellement faites par les dominants pour protéger leurs intérêts, il est vain d'attendre que les moyens par lesquels on nous réduit en esclavage au service de ces intérêts puissent servir à nous libérer. Toute addition féministe à l'édifice législatif patriarcal se révèle donc généralement un cadeau empoisonné qui ne fait qu'ajouter des chaînes à nos chaînes. Francine Sporenda. Merci à elle pour ce magnifique article avec un jargon qui devrait faire tilt chez les auditeurs et les auditrices qui ont conscience que nous vivons effectivement dans un jeu, dans une forme d'intelligence artificielle, effectivement avec des spyware, des infiltrations de partout et du parasitisme en tout genre. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Là, maintenant, j'en ai fini avec ce sujet. Je vais me concentrer sur les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi. À très bientôt.